Pour commencer, je vais tout d'abord vous présenter les uns et les autres. Donc Diane Salvisberg, tu as 27 ans. Tu as une double formation en fait dans le fleuron de l'artisanat français en termes de formation, qui est l'Institut national de gémologie et l'école Boulle. Et tu as décidé de créer ta propre société en essayant au maximum d'organiser toute ta fabrication en France. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce parcours et cette création d'entreprise? Oui, effectivement. Merci de cette belle présentation. Alors, je vais juste modifier un petit truc. J'ai pas vraiment monté ma boîte comme ça parce que je le souhaitais. En fait, quand j'ai estimé avoir un bagage suffisant pour pouvoir me lancer et travailler dignement, comme tout le monde devrait le faire, eh bien, j'étais en train de découvrir ce que c'était que la crise. Et tous les jours, on nous annonçait des fermetures d'ateliers. Et donc, je me voyais entourée de jeunes ouvriers joailliers qui se retrouvaient au chômage. Donc, j'étais un petit peu obligée de monter ma boîte. Et je m'en plains absolument pas. C'est plutôt très sympa d'être son propre patron. Mais voilà, c'est pas forcément évident. Quand on a fait des études, quand on a voulu faire ce qu'on voulait, on s'est dit qu'on se donnait les moyens de travailler durement à l'école pour pouvoir trouver un job, construire sa maison, comme on dit. C'est assez désagréable de se rendre compte et de se confronter à ce genre de situation. Mais voilà, effectivement, j'ai monté ma boîte de joaillerie. Je suis joaillière, je suis expert en pierres précieuses. Et donc, je fabrique intégralement en France. Intégralement, très bien. Intégralement, donc voilà. Rien ne vient d'étranger en dehors des pierres et de la matière première. Exactement, c'est de la fabrication à la main, sur mesure uniquement. Et voilà, j'espère contenter mes clients en leur faisant de jolies pièces uniques qui sont très bien portées, n'est-ce pas? Je te remercie, Diane. Ma fiancée est très heureuse de ta bague. Très bien. Pierre Grandjean, maintenant tu as 24 ans. Tu as une formation toi en droit et en finance, et en parallèle de tes études, tu as décidé de lancer ta propre société, donc, qui s'appelle Les Petits Polos Français. Comment t'es venue cette idée? Bonjour à tous, merci. Effectivement, j'ai lancé mon petit polo français il y a maintenant près de 3 ans. J'étais étudiant donc, en droit et en ingénierie financière d'entreprise, à une époque où effectivement les délocalisations étaient nombreuses, et lancer une marque de textile en France était quelque chose d'un peu impensable, d'autant que le Made in France n'avait pas été remis sur le devant de la scène. Et quand on est confronté à un climat qui est assez délétère économiquement parlant, je me suis dit, peut-être que la solution pour faire le buzz et redonner envie aux gens d'entendre parler de Made in France et de qualité, de savoir-faire, d'innovation et justement d'audace à travers tout ça, la solution serait peut-être non pas de fabriquer des beaux vêtements à l'étranger, mais justement de se dire on va mettre de A à Z, du tricotage du fil jusqu'au produit fini, toute la chaîne de production au service du client, du consommateur, qui d'ailleurs ne se limite pas à l'Hexagone, mais à l'international, puisque l'export est un sujet pour le Made in France. Je pense même que c'est à travers l'innovation et à travers l'export que nos entreprises, dans quelques domaines qu'ils soient, ont un bel avenir, une belle carte à jouer. Très bien. Merci Pierre. Thibaut Meunier maintenant, toi tu as 27 ans, et tu as décidé également au cours de tes études de reprendre une entreprise dans le secteur de la métallurgie, et ça dans une région sinistrée par les délocalisations. Explique-nous un petit peu, c'est un projet courageux. Alors en effet oui, à l'époque j'avais 21 ans lorsque la gérante de cette société qui a fait faillite, une proche de ma famille, me parlait de ses problèmes de gérance, de gestion et d'activité. Donc moi à l'époque j'étais étudiant en droit, je faisais des petits cas pratiques comme de ce que fait tous les étudiants en droit en général, c'est le premier exercice à faire. Et étant un peu fou, je me suis dit pourquoi pas passer en réel. Et puis donc j'ai passé 2-3 mois à étudier les liquidations des sociétés. En plus c'était une installation classée, donc soumise à des réglementations très drastiques. Donc je me suis lancé dans cette aventure. Alors malheureusement la gérante a fait faillite. J'ai racheté aux enchères les biens de production avec un associé qui est d'ailleurs ici dans la salle, et je remercie pour tout le travail qu'il a réalisé, puisque nous avons inauguré l'usine après 3 ans de chantier il y a 15 jours. Donc on est très heureux. D'accord. Bravo. Yves de Bélanger maintenant,
Tu as 33 ans, tu as une formation toi en finance internationale et tu as monté ta société d'informatique qui fait de la sous-traitance en maîtrise d'ouvrage pour les grandes sociétés, certaines grandes sociétés du CAC 40. Voilà, c'est bien ça? Exactement. Alors en quoi as-tu été confronté aux problématiques de l'entrepreneuriat Made in France à travers cette formation et ce choix? Alors déjà, moi j'ai été consultant pendant 5 ans et ensuite j'avais vraiment envie de voler de mes propres ailes, avoir mes propres projets, une vraie demande d'indépendance et de liberté, donc c'est la véritable raison pour laquelle je me suis lancé. Je suis content, bon, c'est pas facile tous les jours, mais c'est quand même une très belle aventure. Sinon, dans mon domaine qui est l'informatique, pour répondre à ta question, c'est vrai que dans l'informatique, il y a une grosse tendance aux délocalisations, et notamment des grosses sociétés françaises du CAC 40 qui outsourcent, si vous me permettez cet anglicisme, qui externalisent leur production de plus en plus dans les pays de l'Est, en Roumanie, en Bulgarie, en République tchèque, et aussi en Inde. Il y a une concurrence féroce avec ces pays-là. Donc c'est un vrai challenge pour nous, ça nous remet en valeur. Mais c'est vrai que c'est difficile de combattre avec des pays qui n'ont pas forcément les mêmes normes sociales et surtout pas forcément les mêmes salaires à payer que nous en France. Voilà, donc c'était pour répondre à ta question. Parfait. Merci donc de vous être tous présentés. Alors, moi j'aimerais tout d'abord commencer par vous poser la question pour que nous puissions y voir un peu plus clair de la certification aujourd'hui. La certification, le fabriqué en France, qu'est-ce que c'est finalement? Yves, je te propose de commencer. Oui, on voulait juste faire un petit rappel très bref pour poser un peu le débat sur qu'est-ce qu'on entend par Made in France. Donc tout d'abord, on pense instinctivement à l'étiquetage fabriqué en France. Alors je ne sais pas si les gens le savent dans cette salle, mais il n'y a aucune obligation en France de mentionner l'origine d'une marchandise, à part pour les fruits et légumes. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet étiquetage est volontaire et que les contrôles sont très peu fréquents. On estime inférieur à 5%. Donc il faut bien comprendre que cet étiquetage Made in France est très facilement détournable et très peu fiable finalement. Donc en fait, pour répondre à ce manque, et puis aussi pour répondre à une vraie demande des consommateurs d'acheter français, qui était de plus en plus forte, a été lancé donc en 2011 le label Origine France Garantie, qui justement essayait un peu de pallier ce déficit, avoir des critères un peu plus exhaustifs. Donc en fait, c'est un cabinet qui s'appelle Veritas qui donne en fait ce label, qui est basé sur 2 critères cumulatifs. Donc en fait, il faut au moins que minimum 50% du prix de revient soit fait en France, voilà, et que le produit prenne ses caractéristiques en France également. Bon, il y a quelques écueils, c'est que déjà ça coûte très cher, donc les très petites entreprises n'y ont pas accès la plupart du temps. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne met pas très bien en valeur les chaînes de valeur, c'est-à-dire en fait, en termes d'impact d'emploi, c'est pas forcément pertinent en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que j'invite tout le monde à prendre connaissance du livre de Charles Huet, qu'on a vu dans la vidéo là tout à l'heure, qui lui a lancé qui a écrit un livre qui s'appelle Made in Emploi, et qui justement propose une nouvelle façon, si je puis dire, d'appréhender le Made in France, mais en focalisant sur l'emploi, tout expliqué dans son livre, c'est vraiment très intéressant, et j'invite vraiment tout le monde à l'acheter, à consulter ce livre. Merci Yves. Diane, toi justement qui as une société encore de taille réduite, on te souhaite bien entendu beaucoup de succès et qu'elle devienne immense. Mais toi justement, qu'est-ce que tu penses des certifications qui existent actuellement? Est-ce que tu trouves qu'elles conviennent aujourd'hui aux problématiques des entrepreneurs français? Alors je pense que la certification Origine France Garantie part d'une bonne idée. C'est vrai qu'il est important de valoriser nos produits parce que c'est fabriqué effectivement en France. En revanche, je ne comprends pas trop comment un produit qui est composé d'éléments fabriqués en Chine mais assemblés en France est français. Ça me paraît un petit peu absurde. Bon, politique et dans les discours qu'on entend régulièrement, c'est pas non plus logique d'avoir de l'absurde. Donc je pense qu'il est important, moi surtout là-dedans, de différencier l'origine et la fabrication. Je pense que le point, c'est d'oublier peut-être ce label, ou bon, on peut le faire évoluer, et de différencier donc la fabrication, parce qu'on peut effectivement fabriquer français, mais quand on fabrique français, c'est le cas pour moi tous les jours, quand je fabrique une bague en or, diamant et saphir, on peut faire beaucoup d'efforts, on n'a pas de mine en France, ni d'or, ni de diamant,
On a des saphirs en On a des France. saphirs. On a Ah, des pardon. saphirs. Je me trompe. Pour le cours de gémologie, ce sera peut-être une autre fois. Merci. Donc, il y a certaines matières premières qu'évidemment on ne peut pas inventer comme étant françaises. Bien sûr. Donc je revendique effectivement une fabrication 100% française, parce que c'est le cas, parce que je fabrique tout à la main, parce que de la création, de la fabrication, des soudures, etc., jusqu'au polissage, en passant par le sertissage, tout est fabriqué français, sur le territoire français. En revanche, je ne peux pas prétendre à une origine française. C'est absolument... c'est un non-sens. Il y a actuellement une publicité pour des fenêtres, on peut entendre sur une radio un petit peu connue, qui précise que 83-93% des fenêtres est de fabrication française. Et en fait, j'ai trouvé ça extrêmement intelligent. Pourquoi ne pas spécifier, comme on spécifie sur un paquet de biscuits actuellement, les valeurs nutritionnelles, pourquoi ne pas spécifier le pourcentage de la fabrication française et de l'origine française des produits qui sont utilisés, des matières premières? Bravo, Vincent. La proposition en effet. Une meilleure traçabilité, les certifications qui, à l'heure actuelle, ne conviennent pas. Exactement, je pense Aux que besoins le label français, Origine France Garantie, c'est une très bonne idée, mais il faut faire évoluer cela pour créer une compétitivité sur le territoire entre les différentes entreprises, et donc ensuite... Parfait. Pierre, Oui, je rejoins tout à fait. ton avis sur la certification, vous allez, j'imagine, vous rejoindre sur certains points. Je rejoins tout à fait Diane sur l'ambivalence entre l'origine et la fabrication, qui est extrêmement importante et qui peut un petit peu biaiser la réflexion. Ce label est là, il y en a également d'autres. Ils ont ce mérite de, disons, faire un premier pas vers l'information du consommateur. C'est extrêmement important. Il faut les faire évoluer, c'est certain, dans le bon sens. Ça mérite réflexion. On a une bonne proposition en l'espèce. Mais je crois qu'au-delà de la labellisation, il ne faut pas oublier qu'au quotidien, au-delà des produits qu'on peut acheter pour sa vie de tous les jours, l'industrie française, elle n'est pas labellisée en tant que telle. La Toyota Yaris, par exemple, l'est, d'autres voitures ne le sont pas, mais il ne faut pas oublier que tous les jours, un certain nombre de personnes se lèvent le matin pour travailler en France et produire ou travailler local sans avoir besoin de labellisation. Donc le label est un indicateur, ce n'est pas une fin en soi, c'est un bon outil. Par exemple, mon petit polo français est labellisé Origine France Garantie, mais dès le début, on a dit que c'était une bonne chose, c'est une valeur ajoutée, ça permet de rassurer le client. Notre slogan, c'est de dire du tricotage du fil jusqu'au produit fini, tout est fabriqué en France. Donc en l'occurrence, c'est du quasiment 100% made in France, mis à part sur l'origine du coton, bien entendu. Mais le label mérite d'être évolué, c'était une bonne initiative, il mérite d'être travaillé. Très bien. Merci. Thibaut, dans le secteur de la métallurgie. Oui, alors dans mon secteur, le label que je suis sous-traitant de deuxième rang, c'est moins important. Par contre, il y a un réel savoir-faire assez rare. Il y a très peu de sociétés qui produisent ce qu'on arrive à faire dans notre usine. Et moi, j'aime l'idée des labels qui récompensent. C'est-à-dire que pour inciter l'entreprise à partir d'une direction, on récompense, donc c'est notamment le label de l'EPV, donc l'entreprise du patrimoine vivant, Oui. voilà, qui est une marque de reconnaissance de l'État et qui distingue les entreprises d'un savoir-faire d'excellence. Et la démarche est bonne. Après, comme tu disais, d'ailleurs, je pourrais peut-être en parler mieux que moi là-dessus, puisque toi, tu as tenté de labelliser ton entreprise. Absolument, parce que je considère que travaillant tout à la main selon les techniques ancestrales, je contribuerai évidemment à ma petite échelle à la préservation de ce patrimoine, de ce savoir-faire. Mais on m'a tout simplement expliqué qu'il fallait que je revienne quand j'aurais un chiffre d'affaires plus important. Voilà, donc apparemment, mon travail n'était pas suffisant. Cela fait partie des difficultés que toi, Diane, tu as rencontrées justement dans ta création de projet et pour profiter du fabriqué en France. Absolument. Est-ce que tu vois d'autres difficultés auxquelles toi tu as été confronté? On va passer ensuite, j'espère, à des choses plus heureuses, mais dans le parcours du combattant que tu as pu connaître, qu'est-ce qui a été le plus difficile à surmonter? Disons que quand j'ai commencé à monter ma boîte, pas réellement une boîte, je suis passée par la nouvelle étape qui est l'auto-entreprise au tout début pour voir un petit peu comment je pouvais travailler, quelle était ma possibilité d'expansion. Mais je me suis rapidement rendu compte que mon chiffre d'affaires avoisinait les fameux 30 000,
qu'il ne faut pas dépasser lorsqu'on déclare selon son activité. On a l'activité commerciale, le service, etc. Donc il y a différents taux d'imposition et également différents seuils de chiffre d'affaires. Donc je me suis posé la question, est-ce que j'allais être dans l'illégalité si je continuais à travailler en tant qu'auto-entrepreneur? Voilà. Donc j'ai été bonne élève, je suis allée voir les impôts, je suis allée voir le RSI, je suis allée voir la Chambre des métiers, qui m'ont tous les trois répondu « Oh, vous savez, vous avez un petit chiffre d'affaires, vous n'avez qu'à faire du black. Personne ne viendra vous voir. » Alors j'étais légèrement étonnée, parce que c'est quand même assez... Oui, enfin, c'est absurde, très clairement absurde. Donc bon, j'ai fini par envoyer un petit courrier au ministère adéquat qui m'a répondu 6 mois plus tard qu'effectivement je dépassais le seuil des chiffres d'affaires. Donc j'ai changé de statut, je suis passée en URL. Et quand on devient gérant, apparemment c'était valable pour moi, je crois que ça n'a pas été le cas pour tout le monde, on m'a demandé de se faire une semaine de formation. Je trouve que c'est une très bonne idée pour pouvoir former les gérants, pour éviter qu'il y ait des excès, des erreurs, enfin voilà. Je pensais qu'on allait m'expliquer comment gérer bien ma comptabilité, ce genre de choses. Ça a plutôt été non pas une semaine de conseils, de stratégie, on va dire, financière, ça a plutôt été de l'optimisation à faire du black. C'est-à-dire que pendant une semaine, on m'a expliqué, donc moi j'avais pas grand-chose à dire évidemment. Une formation obligatoire. Dans les locaux de la Chambre des métiers. Donc bon, c'est un petit peu compliqué. On avait des exemples, une personne qui venait de monter son salon de massage. Et la dame me disait, bon, on va prendre votre exemple. Donc salon de massage, très bien. Quel est votre chiffre d'affaires? 10 000 €. Très bien, donc mensuel. Ah non, annuel. Ah bon, mais vous êtes situé où? Dans le 14e. Mais votre loyer, il est de combien? Ah je sais plus, ça peut être 20 000 € annuel. Et là, elle lui a répondu, ah oui, mais non, il faut que vous augmentiez un petit peu votre chiffre d'affaires parce que sinon, le fisc, il va vous trouver. Hein. Ça va pas être bon pour votre entreprise. Vous risquez de vous faire attraper. Donc, il faudrait que vous augmentiez un petit peu votre chiffre d'affaires annuel officiel. Et ça n'a été que ça pendant une semaine où on nous expliquait qu'il fallait mieux retirer de temps en temps 30 € au guichet de la banque pour que le fisc, parce qu'évidemment on ne paye pas une baguette de pain avec une carte bancaire, pour que le fisc ne vienne pas nous embêter et nous dire mais comment se fait-il que vous n'achetiez jamais de pain, comment se fait-il que vous ne retiriez jamais d'argent en espèces? Clairement, on a besoin d'espèces, on prend un taxi, on achète une baguette de pain, quelque chose. Et non, il y a tellement de blagues, tellement d'espèces, il me disait il faudrait que vous pensiez à retirer un petit peu de temps en temps pour... voilà. D'accord, donc pour toi c'était avant tout difficulté de la création et manque total d'adaptation des structures qui sont censées encadrer cette création d'entreprise. Absolument, c'est une absurdité terrible. Très bien, c'est triste. Alors Yves, de ton côté, toi, quelle difficulté as-tu connues? Alors, moi, dans l'informatique, c'est essentiellement la main-d'œuvre. Il y a un énorme déficit en France d'ingénieurs informatiques. Je crois que les derniers chiffres, c'est 500 000. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises, notamment des grosses entreprises, qui ont d'énormes besoins de maintenance, de développement de leur infrastructure informatique et qui peinent vraiment à trouver de la main-d'œuvre qualifiée en France. Et d'ailleurs, une bonne partie des gens qui travaillent avec moi, qui m'accompagnent sur mes projets, il est très intéressant de remarquer que la plupart d'entre eux n'ont pas fait d'études informatiques. Ils se sont fait sur le tard. Et je vous assure qu'ils sont extrêmement performants et très compétents. Mais ça montre bien quand même qu'il y a un gros problème de formation en France. Et il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est que donc ces grosses sociétés et les sous-traitants qui passent avec, et d'ailleurs même moi, de plus en plus, on est obligé de faire appel aux jeunes qualifiés des pays du Maghreb. Il y a énormément, c'est un peu une fuite des cerveaux si je puis dire, alors c'est dommage pour ces pays-là, parce qu'ils perdent vraiment des gens d'une très très grande qualité. Bon, c'est tant mieux pour nous parce que c'est des gens très compétents, mais quand même, ça appuie encore une fois le vrai problème de formation en France, quand on sait qu'il y a, on a rappelé les chiffres tout à l'heure, les chiffres de chômage chez les jeunes, et je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, sur la formation, et aussi sur la vision qu'on peut avoir, que l'informatique peut avoir auprès des jeunes, qui se rendent bien compte que c'est un métier d'avenir, qui offre un super boulot, souvent bien payé, et qui est absolument passionnant. Voilà. Très bien, donc une vraie difficulté à trouver de la main-d'œuvre adaptée dans certains secteurs, dont l'informatique. C'est très tendu, c'est très tendu. Parfait. C'est bien triste aussi. Thibaut,
Alors, de ton côté? Pour ma part, dans l'industrie, clairement, il y a deux grandes difficultés. La première, c'est celle dans la création de l'industrie de l'entreprise. C'est-à-dire que pour trouver des partenaires financiers, avec l'ambiance morose et l'ambiance délétère autour de l'industrie, vous imaginez que quand vous allez voir un banquier avec un dossier même extrêmement bien ficelé, avec de la valeur ajoutée, etc., on vous regarde assez étrangement, alors que je suis quand même diplômé d'un master de droit immobilier, d'un master d'intelligence économique. Bon, j'ai un banquier un comptable, un expert comptable qui a fait son travail, tout tournait rond. Et accrochez-vous, sur 10 banques rencontrées, la plupart par mon associé d'ailleurs, seulement une a répondu présent au projet. L'ultime d'ailleurs. L'ultime, je vais vous expliquer pourquoi, l'anecdote. C'est parce que c'était celle qui avait subi la liquidation de la société que j'ai rachetée. C'est-à-dire qu'on ne s'y attendait pas, parce qu'on l'a fait en dernier, en désespoir, et finalement, ils nous ont accueillis, et en voyant nos profils, ils ont plutôt été rassurés. Donc on a pu, en tout cas, repartir avec un financement. Alors ça c'est la première chose. Pour rester sur le financement, alors vous avez, dans le millefeuille administratif, plein d'aides, comme les prêts d'honneur. Ils sont très fiers de prêts d'honneur. Hein. En plus c'est beau, Monsieur Monnier, merci, hein, vous engagez, vous prenez des risques, merci pour nous, hein, c'est un peu ça. Alors, oui, certes, mais le prêt d'honneur, il est consenti sur mon patrimoine propre et non sur la société. Une SARL, vous avez une responsabilité limitée. Or, un prêt d'honneur, ça vient grever mon propre patrimoine. Donc c'est pas si arrangeant que ça, c'est un peu compliqué. Et le deuxième point, c'est le prêt à taux zéro. Alors le prêt à taux zéro, sur le papier, c'est excellent, l'argent gratuit, c'est plutôt pas mal. Or, un prêt à taux zéro, il faut, pour vous pouvoir accorder, avoir déjà l'aval de votre banque sur votre propre plan de financement. Autrement dit, lorsque vous en avez plus vraiment besoin. Voilà. Donc c'est un peu compliqué, ouais. Dans le planning c'est un peu compliqué. Et puis bien sûr, le deuxième point c'est le coût du travail. Aujourd'hui, je vais vous citer un article du Figaro qui date du 22 février 2014. Entre 2000 et 2012, le recul de l'industrie était plus rapide en France qu'ailleurs. En cause, la forte hausse des coûts salariaux. Alors qu'il grimpait de 10% dans l'industrie française entre 2000 et 2012, il reculait de 6% dans l'industrie allemande. Alors, comme ma société est proche de la frontière allemande, en Franche-Comté, je vous avoue qu'effectivement, je comprends aussi pourquoi la gérante qui gérait mon entreprise s'est vue faire faillite. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails du pourcentage des coûts salariaux sur mon activité, mais franchement, ça devient assez inquiétant. Voilà. D'accord, donc problème de financement, à la fois privé et inadéquation des aides publiques à certains types d'entreprises, et puis coût très élevé du travail, avec des charges patronales et salariales. Exactement. Absolument écrasantes. Très bien. Pierre, de ton côté? Moi, je vais commencer par une note positive. Je pense qu'en France, on crée très facilement une entreprise. Plaisir d'entendre un petit peu. Non, c'est vrai, un certain nombre d'outils sont mis à disposition à travers le guichet unique, à travers la net entreprise. Il y a eu beaucoup d'améliorations faites ces dernières années, que ce soit via Internet ou via les présences physiques de l'administration. On peut créer en France très facilement, on y est encouragé même. En revanche, la problématique intervient ultérieurement, puisqu'il y a, à mon avis, un manque clair de conseils et d'accompagnement dans les relations avec l'administration, qu'on soit une jeune entreprise ou une PME très développée d'ailleurs, notamment avec le RSI dont on a parlé, qui certes s'améliore au quotidien, mais qui mériterait de le faire à vitesse grand V, puisque c'est extrêmement insuffisant. Et par ailleurs, je pense qu'il y a un clair problème en France, qui est celui, justement, pour rejoindre les propos de Thibaut, de l'investissement et de l'encouragement du développement des entreprises. Clairement, il faut encourager via le système bancaire, via les fonds privés, via les fonds d'investissement de capital risque, de capital développement, le développement des entreprises. Les banques ne sont pas un levier unique de financement. Le capital risque, le capital développement via des fonds d'investissement qui peuvent être fiscalement intéressants à la fois pour les personnes qui les créent et pour les personnes qui investissent au sein de ceux-ci, sont nécessaires. Je pense que le modèle américain sur ce point-là, sur ce point particulier, permet aux entreprises, qu'elles soient des startups technologiques ou à de l'industrie lourde, de se développer d'une façon beaucoup plus aisée, parce que quand on a besoin de se développer, quand on est une jeune entreprise ou quand on est une PME qui peut avoir des difficultés passagères, qu'elles soient de trésorerie ou des besoins d'investissement, on a besoin de réactivité. Une banque n'est pas toujours réactive, un investisseur privé est capable de mettre demain 100 000, 10 millions sur la table en 3 semaines. Et c'est de ça dont l'entreprise a besoin. Il faut encourager l'investissement à travers ces fonds.
Donc pourquoi, Français, nous devrions subir cette concurrence complètement déloyale? C'est la question. Effectivement. Diane, un mot sur le sujet? Oui, bah évidemment, moi, fabriquant en France à la main, etc., je suis un petit peu embêtée par une concurrence déloyale qui est non seulement de la fabrication à l'étranger, mais aussi ensuite, en ce cas dans mon secteur, des fabrications soit à la main, soit à la machine. Moi je pense que la petite ombre, c'est tout simplement qu'en fait on ment quasiment en français, justement en ne leur spécifiant pas les origines, enfin, voilà, la provenance, tous ces trucs-là. Parce que finalement, et la fabrication aussi, parce que finalement quand on va à Place Vendôme, quand on rentre chez Cartier, Chaumet, Montcoussin, Mellerio di Meller, enfin voilà, tous ces grands noms de la Place Vendôme, eh bien, quand on paye 10, 12, 15 000 euros une bague, on n'imagine pas en fait qu'elle n'est pas fabriquée sur place, à la main, par un joaillier, comme on montre des photos dans les magazines, mais en fait, soit par des enfants, soit par des machines en Thaïlande, en Chine ou en Afrique du Sud. Ça n'est pas normal. Tout à fait. Il y a, surtout quand on applique ces prix-là, quand par exemple moi qui veux fabriquer français à la main, je serais à peu près à la moitié prix de ce que vous auriez, en l'occurrence, parce que pas moi, payé en allant Place Vendôme. Effectivement, parce que cela bat en brèche également l'idée selon laquelle le Made in France est forcément plus cher. Exactement. On paye aussi Exactement. des marques, on paye de la logistique, on paye énormément de choses et on ne se rend pas compte forcément que le Made in France peut être avantageux sur certains produits. Absolument, parce qu'en plus, bon, consommer local, non seulement ça peut être très, très bénéfique pour l'économie, mais n'oublions pas non plus l'environnement. Exactement. Parfait. Une note d'espoir maintenant. Enfin, on en a eu quelques-unes déjà avec Pierre. Quels sont alors les points positifs que vous avez retirés de vos créations d'entreprise, au-delà des difficultés justement? Qu'est-ce que ça a pu vous apporter? Qu'est-ce que vous entrevoyez pour l'avenir de vos sociétés? Je crois que l'entrepreneur, tout comme le salarié d'ailleurs, apprend la vie au quotidien. Et c'est une dose d'audace, de courage nécessaire en permanence. Et c'est surtout l'espoir et le risque, puisque l'entrepreneur français, l'entrepreneur Made in France, et l'entrepreneur à travers le monde est quelqu'un qui sait consacrer du temps à un projet qui est toujours risqué, puisque on ne sait pas si demain, quand on est entrepreneur, quand on est chef d'entreprise, on aura toujours le capital à la tête duquel nous sommes actuellement, qui est censé grossir. L'entreprise, par définition, c'est du risque. L'entrepreneur, par définition, est un risqueur. Son investisseur, son financier est un capital risqueur. Et la vie de l'entreprise est faite de risques. Mais le risque, ça peut être très positif. Parfait, merci. Thibaut, sur ce sujet? Alors moi, il y a tout de même un dispositif très intéressant qui, à mon sens, a un réel sens dans la relocalisation des industries, notamment dans le domaine rural. C'est le dispositif de la ZRR, donc de la zone de revitalisation rurale, qui vous exonère d'IS pendant 5 ans. Donc forcément, dans votre besoin de trésorerie, dans votre BFR, vous êtes plus confiant puisque vous avez un peu de visibilité. Et le grand problème de la France, c'est qu'aujourd'hui, l'entrepreneur n'a pas de visibilité. Non seulement vous avez l'inflation législative d'un côté qui, vous ne savez jamais ce qui vous attend au coin du nez, et puis ce dispositif permet aussi d'être exonéré des charges patronales, donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Et bon, pour l'instant, comme l'usine vient d'ouvrir, on n'en a pas encore bénéficié puisque nous n'avons pas encore fait de résultats, mais je vous en reparlerai à une prochaine table ronde à ce sujet. Avec joie. Le deuxième point, c'est un point humain, c'est-à-dire que quand vous ouvrez une entreprise qui avait plus de 50 ans d'existence, dans laquelle travaillaient des salariés parfois avec 30 ans d'expérience et de savoir-faire, c'est une reconnaissance de leur part qui fait assez chaud au cœur tout de même. Le jour de l'inauguration, c'était plutôt émouvant de pouvoir les réembaucher malgré leur spécialité, puisque ces dames-là n'avaient retrouvé aucun emploi ayant des emplois extrêmement spécifiques. Donc c'est plutôt encourageant et humainement, c'est on va dire la récompense de longues heures d'efforts à retaper cette boîte. Voilà. Très bien, merci. Un mot sur le sujet, Diane? Juste un petit point effectivement pour rendre à César ce qui est à César. J'ai pu bénéficier d'une aide qui me paraît assez intelligente, qui est l'ACRE. Donc, je ne sais plus trop qui l'a mis en place, mais pour une fois il y avait quelqu'un qui avait quelque chose dans le cerveau. Je pense que c'est une bonne chose, c'est un bon encouragement pour des personnes qui n'osent pas forcément se lancer, qui ne savent pas
à quoi s'attendre en termes de chiffre d'affaires. Bon, évidemment, maintenant, on a l'auto-entreprise, mais c'est pas forcément valable pour tous les... Peux-tu nous préciser ce qu'est l'ACRE? Oui, pardon, l'ACRE, oui, effectivement. Donc, c'est une aide aux demandeurs d'emploi ou créant ou reprenant une entreprise. Voilà, donc quand vous créez une entreprise, mais cela dit quand vous êtes assez jeune, donc il y a une limite d'âge pour pouvoir bénéficier de l'ACRE, et il faut que cette demande soit faite moins d'un an avant le premier anniversaire, enfin voilà, avant le premier anniversaire de votre société. C'est une très bonne chose, je pense que c'est une exonération en fait des charges salariales, et du coup bon, ça permet d'avoir un petit peu de facilité au niveau des paiements qui sont extrêmement lourds. Et s'il faut sortir un petit point positif d'une fabrication française, de travailler en France, etc. Moi je vois, je fais travailler un sertisseur, une polisseuse, plusieurs personnes dans mes entreprises de fonderie, etc. C'est assez agréable de se dire que grâce au travail, voilà, grâce à vos commandes, il y a des Français qui travaillent derrière, il y a des entreprises qui fonctionnent, et il y a effectivement un savoir-faire et un patrimoine qui se perpétue. Tout à fait, le savoir-faire. Je vous ai Merci. Pierre, tu voulais intervenir? Oui, je crois qu'il y a également des dispositifs à encourager, tels que ceux qui ont déjà été mis en place par le passé et qui sont certainement à remettre sur la table, à reprendre, à améliorer, tels que la réduction des charges sociales, salariales ou patronales sur les bas salaires, également l'exonération fiscale partielle ou totale des heures supplémentaires, qui sont des outils qui servent aussi bien le chef d'entreprise que le salarié, qui bénéficient aux salariés et donc aux consommateurs, et qui permettent de relancer, disons, la croissance et de mettre du baume au cœur à tout le monde, puisque quand à la fin du mois, grâce à des heures supplémentaires qui sont en partie défiscalisées, on a quelques centaines d'euros de plus sur sa fiche de paye, je crois que tout le monde est content et que c'est de l'argent qui ne reste pas forcément sur un livret A, mais qui peut également être utilisé pour tout le monde. Parfait. Merci. Bravo. J'aimerais maintenant que vous fassiez un petit travail pour moi, et pour nous, et pour le RBM, et pour le collectif. Ce serait de nous proposer précisément une réforme qui aujourd'hui, une ou plusieurs, si vous avez plusieurs idées, qui pourrait, à votre sens, aider l'entrepreneuriat en France. Made in France ou non, en tout cas l'entrepreneuriat en France. Diane, je te propose de commencer. Moi, je pense que vous avez compris que j'étais assez rattachée au label du Made in France. Et effectivement, je pense que cette différenciation de la fabrication et de l'origine est absolument primordiale. Il faut que ça soit spécifié pour que les Français aient la possibilité de choisir entre un produit qui n'est certes pas fait intégralement en France, mais un produit ou une voiture, ou peu importe, qui aura été fabriquée soit à 30%, soit à 40% ou à 50% en France, et avec tout ce que ça a derrière d'emploi, de croissance, etc. Je pense qu'il faut aussi faire confiance aux Français et leur proposer de faire ce choix. Et en l'occurrence, bon, encore une fois, ils le font quand ils achètent un paquet de biscuits. Pourquoi ils ne le feraient pas quand ils achètent une voiture, quand ils achètent un vêtement? Il faut qu'ils sachent ce qu'ils achètent et il faut qu'ils puissent se réhabituer à avoir des produits qui sont fabriqués ou transformés ou valorisés en France. Donc je pense que le label, c'est vraiment extrêmement important. On en a déjà un, mais je pense qu'il a terriblement besoin d'être modifié. Et une loi obligeant ces pourcentages ne me paraît absolument pas absurde, surtout que toutes les sociétés savent exactement quel est le pourcentage des heures de travail, etc., sur leurs produits finis. Donc ce ne serait qu'une ligne en plus sur une étiquette, ça n'est absolument rien. Une petite loi à faire passer qui, en plus, on a bien compris que l'absurde est politique, mais en l'occurrence, absolument aucun parti peut trouver ça délirant ni choquant. Enfin, je veux dire, très bien. Donc ta réforme, une certification précise et contrôlée. Absolument. Parce qu'il y a un problème également de contrôle aujourd'hui avec les certifications qui existent. Thibaut, maintenant. Alors moi, réellement, c'est l'allègement du coût du travail en France. D'accord. Dans mon activité, clairement, je vous rappelle les chiffres, la France, championne d'Europe des charges sociales. Il faut le rappeler, avec 51,7% de taux d'imposition. Bien loin devant certains pays d'Europe, enfin, de l'Union européenne. Donc à mon sens, il faudra baisser les charges patronales, les charges également salariales, en revalorisant par là même
le salaire net de ce montant, donc finalement on favorisait le pouvoir d'achat, et en même temps je serais d'avis de financer cette proposition par une taxation aux importations. Voilà, plutôt qu'une TVA sociale qui finalement est assez floue, pourquoi pas renforcer par là même la compétitivité de nos entreprises. Voilà. Et alors je ne suis pas grand fonctionnaire, donc je n'ai pas les mécanismes précis, c'est pas mon métier. Oui, je pense qu'on en a c'est assez pas en France et ils nous feront quelque chose de... Et d'ailleurs on en a un dans le collectif, donc ils pourront bien sûr, J'espère qu'il pourra bien donnera. sûr nous aider là-dessus, donc je pourrais te soumettre une proposition très Très bien. précise sur le sujet. On attend, Voilà. on attend la proposition. Parfait. Yves, à ton tour, Alors moi j'en aurais proposition. deux. Moi j'en aurais deux. La première c'est mettre en place des mécanismes qui obligent les grosses sociétés et notamment les commandes publiques à revoir les critères vers le bas pour l'éligibilité à répondre aux appels d'offres. Moi je vois dans mon secteur, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'une grosse industrie, nous c'est la matière grise. Donc souvent les critères sont sur le chiffre d'affaires ou sur le nombre d'employés de la société, ça n'a aucun sens. Franchement, ça n'a aucun sens. Pour beaucoup de projets, ils ne mettent pas en avance les petites entreprises qui sont innovantes. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est il existe des allègements fiscaux pour 1,6 fois le SMIC, un dispositif qui existe et qui fonctionne. Alors c'est bien, mais quand on a une petite société comme la mienne et qu'on a besoin d'avoir des gens performants, on a besoin de bien les payer. Donc 1,6 du SMIC, ça va pas le faire. Oui. Clairement, ça va pas le faire. Alors, Insuffisant. soit il peut y avoir, comme disait, du black à côté, mais on essaie d'éviter. Soit, écoutez, on essaie de trouver d'autres solutions, mais c'est pas facile. Donc moi, je pensais peut-être trouver, au lieu de raisonner en termes de pourcentage du SMIC, peut-être raisonner en termes de nombre de personnes dans la société. Par exemple, une petite structure qui a 3 personnes dans la société, pourquoi ne pourrait-elle pas avoir des avantages fiscaux? Ça avantagerait beaucoup les petites sociétés, les petits entrepreneurs et ceux qui se donnent du mal pour travailler. Voilà. Très bien. Merci Yves. Bravo pour cette proposition. On termine avec toi, Pierre. Deux propositions pour terminer. Je pense que pour rebondir sur les commandes publiques, il y a un important besoin de mettre en place en France ou en Europe, d'ailleurs c'est une bonne question, un Small American Business Act à la française ou à l'européenne, parce que quand la Poste passe sur du scooter asiatique au lieu du scooter Peugeot, c'est inadmissible. Surtout que ce sont des commandes qui représentent des chiffres d'affaires et éventuellement des marges importantes pour ces entreprises. Donc un Small American Business Act. Et par ailleurs, je pense qu'au vu de la situation industrielle de notre pays, toutes les entreprises qui s'en sortent aujourd'hui s'en sortent par le haut, c'est-à-dire en montant en gamme à travers de la R&D et l'innovation du dépôt de brevets. Si Faurecia, Valeo sont aujourd'hui extrêmement compétitifs et fournissent la plupart des grandes marques allemandes, c'est parce qu'ils investissent 10 ou 10,5% de leur chiffre d'affaires, 10 ou 10,5% de leur chiffre d'affaires par an dans la R&D. C'est extrêmement important, il faut favoriser fiscalement ou inciter à travers des dispositifs les entreprises à investir dans leur développement technologique. Parfait. Écoutez, je vous demande de bien pouvoir applaudir et remercier les intervenants.